conférence traitant de la sécurité publique et de la liberté d'expression. On ne pourrait pas avoir une coïncidence plus désagréable que celle d'aujourd'hui, étant donné que vous avez tous entendu parler, je suppose, des attentats qui ont eu lieu la nuit dernière ou enfin ce matin à Bruxelles et à l'aéroport et dans un métro qui font que notre conférence de ce matin est malheureusement beaucoup trop d'actualité. La question qui est posée, bien sûr, c'est la question de la surveillance dans une large mesure, c'est-à-dire qu'est-ce que la surveillance permet de faire et qu'est-ce qu'on devrait lui permettre de faire dans la mesure où la question de la liberté d'expression se pose maintenant de façon fort différente. C'est-à-dire qu'on se posait la question de la liberté d'expression jadis, ce que j'ai le droit de dire. Maintenant, la liberté d'expression se pose autrement, c'est-à-dire qu'est-ce que les autorités ont le droit de surveiller de ce que je dis. Et c'est un petit peu ça qui est la question fondamentale que nous devons nous poser. Nous avons aujourd'hui deux invités qui sont spécialistes de ce genre de choses. Nous avons d'abord M. Stéphane Berthomet, qui, ayant acquis une solide expérience du terrain en travaillant dans la lutte antiterroriste en France, Stéphane Berthomet a développé une expertise de haut niveau en accédant à des postes plus stratégiques, dont le dernier au secrétariat général des Affaires européennes, rattaché au cabinet du Premier ministre de France. Personnalité éclectique qui partage son temps entre la recherche, l'écriture de livres et les documentaires pour la télévision et des interventions en tant qu'analyste dans les médias. Il est l'auteur de 6 essais sur les questions policières, de sécurité et terrorisme, dont le dernier, La fabrique du djihad, est apparu en novembre 2015 au Québec. Il est co-directeur et fondateur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent et chercheur associé au CIRRICQ de l'ENAP, ainsi qu'au Centre français de recherche sur le renseignement à Paris. Le titre de sa conférence sera « Les réseaux antisociaux ». Donc, nous avons deux conférences différentes aujourd'hui qui vont se sommer par une table ronde par la suite. Donc, cette conférence de M. Berthomet, qui est à votre droite, se nomme « Les réseaux antisociaux ». M. Berthomet devra nous quitter vers 10h15, donc on va essayer d'accélérer le processus parce qu'il bien sûr, il est extrêmement sollicité en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer, dans les médias. La deuxième conférence sera celle de M. Stéphane Lemont-Langlois. M. Lemont-Langlois est professeur titulaire de criminologie à l'École de service social de l'Université Laval. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du risque. Il est directeur d'équipe de recherche sur le terrorisme et l'antiterrorisme, co-directeur à l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, membre du Centre de la sécurité internationale de l'Université Laval, du Centre international de criminologie comparée et du groupe Big Data Surveillance à l'Université Queen's. Il a obtenu son doctorat en criminologie à l'Université de Toronto en 2000, a été professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal jusqu'en 2009. Il a depuis obtenu une chaire de recherche du Canada en surveillance et construction du risque et joint l'équipe criminologie de l'Université Laval. Ses travaux ont porté sur le risque, sur la justice post-conflit ou en période de transition politique, sur la police, le renseignement de sécurité, le terrorisme et les nouvelles technologies de surveillance. Présentement, ses efforts de recherche portent sur 3 sujets principaux: les processus de radicalisation individuelle et de groupe, la dynamique intra- et intergroupe dans l'extrême droite radicale au Canada, l'effet des pratiques et technologies de surveillance sur la sécurité objective des personnes et des espaces, biens et installations, et sur la manière dont différentes entités, les experts, politiciens, industriels, etc., évaluent les risques pour leur sécurité ou pour la sécurité de personnes et objets dont ils sont responsables. L'application de diverses formes de contrôle social, primaire et officiel, particulièrement sur Internet, et dans les espaces où les citoyens vaquent à leurs activités quotidiennes. Il a récemment publié Technocrime, Policing and Surveillance, Sphère de surveillance, terrorisme et antiterrorisme au Canada, et Technocrime, Technology, Crime and Social Control. Le titre de sa conférence est « Sécurité et liberté sur Internet ». Alors, sans plus d'introduction, je vous laisse entre les mains de M. Berthomet, qui va commencer sa conférence sur les réseaux antisociaux. Merci, M. Berthomet. Merci, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais prendre... Bonjour à tous et à toutes. Donc, la partie de la conférence qui me concerne, puisque Stéphane, qui est là, a une conférence qui est tout à fait complémentaire à la mienne. Donc, la partie de la conférence qui me concerne est sur l'usage, l'utilisation,
les moyens qu'offrent les réseaux sociaux dans la vectorisation, dans l'utilisation du message terroriste, dans la radicalisation, dans le recrutement, dans l'endoctrinement qui sert à récupérer des individus pour aller commettre des actes de terrorisme. Mais d'une façon générale, disons que c'est un peu une vision personnelle. Je vous le dis, ça n'est pas le fruit d'une étude universitaire longue et correspondant à des règles très spécifiques, mais plutôt l'expérience et les différentes études que j'ai pu en faire à titre personnel qui ont motivé la teneur de ce que je vais vous expliquer, de ce dont je vais vous parler. Donc sentez-vous très à l'aise après à me poser toutes sortes de questions sur le sujet. L'objectif, ce n'est pas de faire une sorte de cours compliqué sur la question, mais c'est d'essayer d'entrer dans le cœur du problème, d'essayer de définir en quoi finalement les réseaux sociaux, qui sont évidemment pour beaucoup et pour notre quotidien une bonne chose dans une certaine mesure, sont aussi malheureusement parfois une mauvaise chose. Et évidemment, on va être amené après à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a de préférable finalement comme type de réaction, comme type d'action, qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour lutter contre l'utilisation de ces réseaux sociaux à des fins néfastes. Et qu'est-ce que vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez faire, vous devriez faire, ou qu'est-ce que vous envisagez, vous, individuellement, comment vous voyez la question. Je pense que c'est important qu'il y ait un débat là-dessus, parce que, après tout, ce sont vous les utilisateurs principaux de ces outils-là. Et ce sont des gens qui sont dans votre tranche d'âge, dans votre catégorie sociale, c'est-à-dire des jeunes entre 16 et 24 ans, utilisateurs des réseaux sociaux, qui sont les cibles justement des gens qui utilisent ces réseaux à des fins de recrutement et de radicalisation. Alors, évidemment, au départ, personne ne pouvait penser que les réseaux sociaux allaient devenir un outil de recrutement terroriste. Les réseaux sociaux ne sont pas en tant que tels devenus un outil de recrutement terroriste. Mais dans la myriade de conversations, d'échanges, de dialogues, de demandes d'informations et d'échanges d'informations, de pointage vers des sites qui sont censés être des sites de référence ou censés être des sites d'information, eh bien, c'est inséré une certaine propagande qui est le fruit d'un travail de longue haleine, un travail qui existe dans les médias, sous toute forme de médias, que ce soit des médias écrits, que ce soit des médias parlés, ou que ce soit effectivement les médias sur Internet, depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et ça a commencé en réalité avec l'intérêt qu'ont eu des organisations terroristes comme Al-Qaïda, même si d'autres, avant elles, ont utilisé l'Internet pour leur propagande ou pour diffuser de l'information. Mais on peut dire en gros que c'est Al-Qaïda quand même dans les années 2000 qui a réellement commencé à considérer que l'Internet était un vecteur de propagation très utile de leur propagande. Alors c'est quoi la propagande ? La propagande, c'est tout simplement donner de l'information sur ce qu'on fait en tant qu'organisation terroriste, c'est promouvoir l'action de ce qu'on fait en tant qu'organisation terroriste, c'est entre guillemets faire du marketing sur ce qu'on produit comme action ou comme résultat. Évidemment, ça peut apparaître, quand on dit la propagande, ça apparaît évidemment comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire, en gros, comment on peut dire c'est bien, on fait des attentats, c'est bien, on tue des gens, c'est bien, on est contre telle ou telle société ou tel pays ou tel gouvernement. Ça semble être quelque chose qui est négatif pour vous, je l'espère, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Il faut comprendre que la propagande, c'est essayer de passer un message. Ce message, on peut le recevoir de différentes façons. On peut le recevoir effectivement comme un message entièrement négatif, s'en détourner, ne pas s'y intéresser, ne pas vouloir l'écouter, mais on peut aussi s'y intéresser et à partir du moment où on s'y intéresse, on ne devient pas forcément un terroriste et on ne devient pas forcément quelqu'un
qui est antisocial et qui lutte contre sa propre société ou qui va se retourner contre ses parents pour commettre un attentat, ou sa famille ou ses proches. Mais tout ce qui est diffusé par ces organisations-là l'est dans un but. Ce but, c'est passer un message. Le message, on a du mal à le définir. On a du mal j'aurais beaucoup de mal à vous le brosser dans son ensemble comme ça sur une quinzaine de minutes. On l'a vu évoluer ces dernières années, ce message. C'est un message de haine dans la plupart des cas, évidemment. C'est un message qui pousse à la rébellion. C'est un message qui s'appuie quand même sur certains éléments qui, il faut le dire, ne sont pas toujours faux. Et c'est là le piège de la propagande. Parce que la propagande utilise des éléments du réel pour servir une cause. Et les éléments du réel, quels sont-ils ? Qu'est-ce qu'on peut lire ? Qu'est-ce que vous lisez si vous allez sur Twitter ou sur Facebook aujourd'hui au sujet des attentats qui se sont produits en Belgique ce matin ? Qu'est-ce que vous pourriez lire ? Alors évidemment, il y a tous les gens qui vont dire « c'est affreux, on se bat contre le terrorisme, il ne faut pas baisser les bras ». Les autorités qui vont faire des déclarations en disant « écoutez, on va pourchasser les terroristes, c'est une guerre ». Ces gens-là sont des gens qui vendent la mort et la haine. Il ne faut pas tomber dans le piège du terrorisme. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres sous-réseaux, il y a d'autres individus. Et c'est ça justement, cette foultitude sur les réseaux sociaux qui conduit à cette multiplicité des points de vue. Eh bien, il y a d'autres gens qui, eux, vont dire « oui, mais quelque part… il y a des gens qui se battent parce qu'il y a des injustices, parce qu'il y a des pays où on attaque les civils avec des bombes, parce qu'il y a des pays qui bombardent indistinctement des combattants et des familles innocentes, parce qu'il y a des pays où il y a de la famine, parce qu'il y a des pays où il y a la guerre civile, et les pays occidentaux, qui sont la cible des terroristes aujourd'hui, sont en partie responsables. C'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a des messages qui sont passés qui ne sont pas tout à fait faux. Il ne faut pas se mentir. Oui, il y a des responsabilités dans la situation globale internationale. Ces vérités-là ne doivent pas servir le mensonge après. Le mensonge, c'est quoi ? Le mensonge, c'est de dire, puisqu'il y a des injustices dans ce monde, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans ce monde, il faut combattre ceux qui en seraient à l'origine. Et c'est là, évidemment, qu'on doit faire intervenir son intelligence, son libre arbitre, son esprit critique, et qu'on doit comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des injustices qu'on doit soi-même se lancer dans une voie qui est celle préconisée par des organisations criminelles. Mais c'est justement tout l'enjeu de cette propagande, que de faire croire aux gens, en s'appuyant sur parfois des éléments qui touchent à la vérité, mais aussi parfois des éléments du complot. Qui d'entre vous n'a pas déjà lu un article disant les attentats du 11 septembre, les Américains, ils ne sont pas innocents là-dedans. La CIA ou tel service d'espionnage a participé à ces attentats, où on nous a caché des choses sur les attentats du 11 septembre. Ils ne se sont pas déroulés tels qu'on nous le raconte. Il n'y a pas eu d'avions qui se sont explosés dans les tours. Ça n'est pas possible que ces tours s'effondrent sur elles-mêmes après des explosions dues simplement à un avion. Il y a des gens qui avaient mis des bombes là-dedans. Il y a des gens qui ont fait des transactions financières, qui ont gagné de l'argent sur ces attentats-là. Ça, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Chacun a le droit de savoir et de penser ce qu'il veut croire ou ne pas croire. Moi, à titre personnel, pour avoir travaillé dans beaucoup de dossiers de terrorisme, pour avoir suivi de près certains de ces dossiers-là, je suis intimement convaincu que les attentats du 11 septembre n'ont pas été commis par la CIA et un regroupement d'agents au service du pouvoir américain pour déstabiliser la planète. Je suis convaincu que les services secrets ne font pas, dans une immense majorité des cas, des manipulations pour faire croire qu'il y a des terroristes là où il n'y en a pas. Après, je suis moins convaincu du fait que
Des fois, le pouvoir politique ou les services secrets nous cachent de l'information. Je le sais. J'en ai déjà eu la preuve, je l'ai déjà vu. Oui, ça arrive. Mais mon libre arbitre, mon esprit critique me fait dire que ce n'est pas parce qu'il y a une vérité quelque part que c'est toute la vérité. Et malheureusement, c'est un peu ça qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je voulais intituler ma présentation « Les réseaux antisociaux ». Parce qu'au lieu d'être sociaux, c'est-à-dire au lieu de nous réunir, ils nous désassemblent, ils nous placent les uns contre les autres. Ceux qui professent la haine sur les réseaux sociaux nous disent de nous battre les uns les autres, qui que nous soyons. Si moi je viens d'un autre pays, si moi j'ai une autre culture, si moi je crois à autre chose que vous, et je ne parle pas que de religion, je parle de croyances politiques ou de combats idéologiques, eh bien on me dit, mais tu dois te dresser contre tes adversaires. Ces gens-là, ces gens qui utilisent ces réseaux-là, les utilisent dans un but bien précis. Ils les utilisent dans le but d'influencer des individus qui vont croire ce discours-là et qui vont entrer dans ces logiques-là. On l'a vu ici chez nous, au Canada. On a vu Martin Couture-Rouleau, qui est ce jeune qui a attaqué avec son véhicule des soldats à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On a bien compris qu'il s'était radicalisé face à son ordinateur. Mais ça veut dire quoi, radicaliser face à son ordinateur ? Est-ce qu'il est devenu fou ? Est-ce qu'on lui a donné des indications très claires pour lui dire, tu vois, tu vas être un soldat, on t'engage, on te paye un salaire et tu vas combattre les ennemis ? Ni l'un ni l'autre. Il avait des problèmes. Il croyait qu'il n'aurait pas de solution à ses problèmes. Il a cherché des solutions à ses problèmes. Il a engagé des discussions avec des individus qui lui ont dit qu'ils allaient lui fournir des solutions à ses problèmes et qui se sont servis de lui en lui disant ben, « toi aussi, tu peux être la solution aux problèmes des autres ». Et les problèmes des autres au Canada, ben, c'est le gouvernement, c'est l'armée, ce sont les autorités. Donc, il faut que tu t'en prennes à ces gens-là. Donc, cet individu, ce garçon, qui vraisemblablement avait des problèmes d'ordre personnel. Son père est allé chercher à plusieurs reprises des ressources médicales, policières, même religieuses, parce qu'il s'était à un moment donné dirigé vers la religion. Eh bien, ce jeune-là a cru que la solution, c'était de s'en prendre aux autorités, que c'était de commettre un attentat. Comment on peut, quand on est dans un état de détresse, quand on a besoin d'aide, penser que la solution, c'est d'aller attaquer des gens? Honnêtement, je ne suis pas capable, à titre personnel, de bien comprendre et d'intégrer totalement cette logique-là, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai fait une expérience. Il y a un an, quand j'ai écrit le livre dont on vous a parlé, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur ces réseaux sociaux. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que j'ai parlé avec plusieurs familles dont les jeunes ont quitté le Québec pour aller ou en Syrie ou en Irak, ou en tout cas en passant par la Turquie sur une zone de conflit. Et je parlais en particulier, et je parle toujours avec une famille dont le fils a disparu. Et cette famille ne comprenait pas pourquoi son fils a disparu. Un garçon gentil, un garçon sans problème, un garçon qui n'était pas intolérant, un garçon qui n'avait pas de problème d'autorité, qui n'avait pas de problème à l'école, qui était, comme on dirait, on ne peut plus normal, c'est-à-dire pas normal comme nous tous. Quelqu'un qui n'avait pas de propension à devenir quelqu'un de violent en tout cas. Et pourtant, à force de discuter avec des gens, à force de lire des documents qu'on lui avait indiqués sur les réseaux sociaux, eh bien, il s'est manifestement fait embarquer dans ce qu'on appelle cette radicalisation. Et je me suis dit, à l'aune de ces discussions-là, mais je devrais aussi moi-même voir ce que ça donne. Alors, j'ai créé un compte Twitter, qui n'était pas à mon nom, évidemment. J'ai donné un prénom à ce compte Twitter et j'ai créé un personnage, ce qu'on appelle dans les services de renseignement une légende, c'est-à-dire une identité. J'ai dit, ben voilà, c'est un garçon qui a environ une vingtaine d'années, un peu plus,
qui est infirmier, qui vit avec dans une famille coupée en deux, entre un père et une mère qui sont séparés, un papa qui voyage beaucoup avec qui il vit et qui cherche un petit peu quoi faire de sa vie. Et donc, au bout de quelques semaines, avec ce compte Twitter, j'ai posé des questions sur c'est quoi le terrorisme, c'est quoi telle organisation terroriste. Et ce que je tiens à vous dire avant ça, c'est que ce compte Twitter-là, je ne l'ai pas créé et je ne l'ai pas profilé, je ne l'ai pas fabriqué comme un compte de quelqu'un qui voulait aller commettre des actes criminels ou quelqu'un qui avait déjà un profil criminel. Je l'ai créé comme quelqu'un qui suivait Justin Bieber ou qui que ce soit d'autre, et il était évident dans le profil qu'on n'avait pas affaire à quelqu'un qui était un individu dangereux ou qui voulait être un criminel. Je vous le dis parce que c'est important pour la suite. Et un jour, j'ai posé une question à des gens qui discutaient sur le sujet du terrorisme et j'ai dit, c'est quoi la différence entre Al-Qaïda et Daesh? Question à laquelle, normalement, des gens comme Stéphane répondraient sur les réseaux sociaux, eux, c'est ça, eux, voilà leur philosophie, et sont des organisations terroristes, etc., etc. Question à laquelle on m'a répondu, eux, ce sont des bons terroristes, eux, ce sont des moins bons terroristes parce qu'ils ne sont pas dans la même filière. Et après ces réponses-là, plusieurs personnes m'ont répondu, d'autres personnes sont venues me parler en me disant, mais si tu t'intéresses au terrorisme, si tu t'intéresses à Daesh, à ce qu'on appelle l'État islamique, moi je l'appelle Daesh parce que je ne reconnais pas le fait que ça puisse être un État. Donc, on m'a dit, si tu t'intéresses à Daesh, je peux t'expliquer. Une personne est venue me dire, voilà comment ça se passe, voilà ce que c'est, voilà pourquoi ils font du terrorisme, parce qu'ils pensent qu'ils défendent une cause. Voilà pourquoi tu devrais peut-être t'intéresser à ça. Et puis une autre personne est venue me parler, on m'a dit, mais tu devrais lire telle chose. Alors on m'a dirigé vers des sites internet qui sont accessibles à tout le monde, des sites qui proposent des livres en format PDF, sur lesquels il y a à la fois des choses sur la religion, puis des choses sur une version extrêmement radicale de la religion, et même quasiment des modes d'emploi. Si tu veux passer inaperçu sur les réseaux sociaux, si tu veux commettre des actes criminels, il faut que tu fasses attention. Et puis d'autres personnes sont venues me parler, sont venues me dire, mais attention, tu parles avec des gens, là, tu parles de terrorisme, il faut que tu te méfies parce que la police pourrait te surveiller. Donc il faut que tu utilises tel type de logiciel. Bref, tout un tas de choses que vous connaissez très certainement. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé, mon personnage s'est retrouvé, sans que je le pousse, à parler avec des gens de plus en plus radicaux, qui créaient comme une sorte de pression. Et je vous assure que j'ai ressenti une pression. J'ai ressenti une pression parce que la seule chose dont on parlait à mon personnage du matin au soir, c'était de toute cette haine qu'il y a sur la planète, de tous ces gens qui meurent, de toute cette injustice, de toute cette absence de réaction de la part de chacun d'entre nous. Et quelque part, je reconnais que c'est vrai. Quelque part, intimement, je peux pas me mentir à moi-même. Je le sais qu'il y a de l'injustice. Je sais qu'il y a des gens qui meurent. Je sais que la guerre n'est pas une chose juste. Je sais que ceux qui font la guerre n'ont pas ou 100% raison ou 100% tort. Et qu'il n'y a pas un bon camp et un camp absolument ignoble. Il y a des terroristes, il y a des criminels, mais il y a aussi des victimes innocentes. En Syrie, en Irak, dans les pays d'Afrique, il y a des victimes innocentes du terrorisme, mais de la réaction qu'on apporte au terrorisme. C'est vrai, il faut le reconnaître. Est-ce que ça veut dire pour autant que je devais, avec mon personnage, devenir un terroriste? Moi, je ne le crois pas, parce que mon vécu, mon expérience personnelle, ce que je suis, ce que je crois intimement au fond de moi, mes valeurs, font que je n'adhère pas à cette partie-là du raisonnement. Mais je me mettais à la place de quelqu'un qui cherchait vraiment son chemin, comme Martin Couture-Rouleau, quelqu'un qui était perdu, quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques. Et je peux croire que quand on a des problèmes psychologiques et quand on cherche un soutien et qu'on trouve des gens qui sont prêts à te parler du matin au soir, à te guider, à t'aiguiller, ça devienne dangereux. C'est un peu comme si, au lieu de rentrer dans
dans un établissement comme ça où vous avez des camarades qui vous disent tu vas pas bien, bah viens, on va faire quelque chose de cool, on va, je sais pas, on va changer les idées, viens, on va trouver des solutions pour toi. On vous dise ben non, si tout le monde autour de vous vous dit ben non, tu vas pas bien, ben non, c'est normal, c'est de la faute des autres, c'est de la faute des salauds qui font ça, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de ci, et qu'au lieu de vous sortir de votre malaise, on vous y enfonce. On vous y enfonce parce qu'on veut se servir de vous et de votre malaise. Au final de ces discussions, on m'a dit, mais tu devrais aller en Syrie. Tu devrais aller combattre. Je n'ai pas dit, moi, je veux aller combattre. On m'a dit plusieurs fois, mais tu dois aller combattre. Parce que si tu trouves que c'est injuste ce qui se passe dans le monde, tu dois te battre pour ça. Tu dois te battre contre ces injustices. Et après quelques temps, je ne vous parle pas de mois, je vous parle de moins de quelques semaines. C'est pas beaucoup, hein, quelques semaines de compte Twitter. Hein. On m'a mis en relation avec quelqu'un qui s'appelle Omar Homsen, qui s'appelait Omar Homsen, et qui était considéré comme le principal recruteur français de jeunes qui ont quitté la France, plus de 300 jeunes